C'était un bouton. C'était juste Bonjour à tous. salut tout le monde. Bienvenue Pascal, bienvenue à tout le monde. Je vois qu'il y a énormément de personnes qui sont en train de se connecter. Pour pas mettre la pression à Pascal juste avant le début, je lui ai juste dit qu'on avait explosé les compteurs au niveau des inscriptions. Et là, je pense qu'on est aussi en train de battre notre record en termes de participants. Donc, génial, c'est super. Ça veut dire aussi que c'est un sujet qui compte, qui est important. Et donc, c'est top si on arrive à en discuter trois ensemble et avec vous, bien entendu, à travers le chat pendant ces 30-40 minutes. Alors, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je vais rapidement vous dire qui nous sommes. Avec Karine, on a créé la facilitation il y a quelques années maintenant. Nous sommes toutes les deux facilitatrices et formatrices. Et donc, nous, notre mission, c'est d'essaimer les pratiques d'intelligence collective et de facilitation dans toutes les organisations pour que tout le monde se porte mieux, parce qu'en général, c'est l'effet que ça fait. Et on organise aujourd'hui notre 33e café live. Donc le principe du café live, c'est tout simplement de discuter comme si on était en train de boire un café ensemble sur un sujet qui nous intéresse, qui nous passionne, et de débroussailler un petit peu le sujet, qu'est-ce que ça veut dire, en quoi ça peut être utile dans les équipes. Et pour cette 33e édition, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Pascal. Pascal, je vais te laisser te présenter, mais tu es spécialiste, entre autres, de la ludopédagogie. Et donc, du coup, quand on a réfléchi avec Karine, on s'est dit, il faut absolument qu'on fasse un café live sur le jeu en réunion, parce qu'on a fait un atelier sur cette thématique au mois de juillet dernier. Ça avait tellement bien marché qu'on s'est dit, bon, ben, on peut pas ne pas faire aussi le café live qui va avec. Et là, Karine m'a dit tout de suite, non, mais il faut absolument qu'on invite Pascal. Alors Pascal, pour commencer en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire tout simplement qui tu es et c'est quoi pour toi la ludopédagogie? On peut peut-être commencer comme ça. Alors, qui je suis déjà je suis une ch'ti, déjà. Et j'anime, à la base, j'animais des formations depuis 2006. Je dis bien à la base parce que au fur et à mesure, j'ai basculé plutôt dans la facilitation des formations. Donc avec déjà une pédagogie un petit peu différente puisque faciliter, c'est plutôt j'apporte une pédagogie pour que mon groupe puisse réfléchir. Et petit à petit, ça fait maintenant depuis au moins 2013, si ce n'est plus, où comme je suis une grande joueuse, j'aime beaucoup jouer aux jeux de société. Je précise jeux de société, parce que jouer sur les écrans, c'est moins mon truc. Et petit à petit, j'ai commencé à mettre du jeu dans mes pédagogies parce que le jeu, on va en parler tout à l'heure, mais ça développe énormément de choses et du coup, ça crée tout de suite une envie, une motivation qui est bien différente parce que dans mon passé, j'ai connu des réunions où je piquais du nez désespérément et j'ai dit plus jamais ça. Donc voilà, en quelques mots. Super. Est-ce que tu peux nous expliquer quelqu'un. J'ai lancé un petit sondage avant sur ta bonne idée d'ailleurs. J'ai lancé un petit sondage avant d'ouvrir ce café live qui était, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas encore vu, aujourd'hui j'utilise la ludopédagogie dans mes réunions. Oui, tout le temps, ça infuse dans mes veines et c'est une seconde nature. Oui, quelquefois, non, je connais pas, enfin, je connais, mais je sais pas encore trop bien l'utiliser. Ou non, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est un petit sondage qu'on vous a lancé dans le chat. N'hésitez pas à y répondre à l'heure à laquelle, là, à l'instant T, on a une grosse partie des gens, presque 40% des gens, plus de 40% des gens qui nous disent je sais ce que c'est, j'utilise quelques fois. On dépasse la majorité des gens avec, si on y rajoute le oui tout le temps. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un petit sixième des auditeurs qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est la ludopédagogie et en quoi, en fait, elle existe dans toutes les bonnes réunions? Alors, je pense que la ludopédagogie, on peut l'utiliser sans s'en rendre compte parce que le terme peut faire peur. Déjà, utiliser le jeu, donc le jeu ou la ludopédagogie, il y a deux termes. Dans ludopédagogie, il y a ludo et il y a pédagogie. Donc déjà, pédagogie, on se dit, oui, mais moi, quand je fais une réunion, je suis pas là pour faire de la pédagogie, je suis là pour transmettre des infos. Ça peut être une des premières remarques qu'on peut entendre par expérience. Donc déjà, il faut savoir que la pédagogie, on en fait au quotidien. À partir du moment où on transmet des infos, on fait de la pédagogie puisqu'on veut que notre auditoire puisse s'approprier des infos. Donc déjà, par rapport à ce terme. Et par rapport à l'autre terme qui est ludo, donc ludo, jeu, bah là aussi, c'est un terme qui peut faire peur parce que tout de suite, on se dit oui, le jeu, bah non, j'arrive pas avec mes boîtes de jeux sous le bras et on n'est pas là à jouer. Alors que finalement, ne serait-ce que faire
des études de cas, des mises en situation, on est déjà dans le jeu. Donc le jeu, il y a différentes strates, différents niveaux de jeu, et c'est pour ça que des fois on joue, mais on ne s'en rend pas compte en réunion. Donc là, c'est un peu ce qu'on va voir, je pense, jusqu'à 2h moins le quart. C'est Ouais, Max, ouais. toutes les façons de jouer, et je prendrai un plaisir à vous partager, moi, les jeux que j'utilise, du plus simple au plus complexe. Donc, voilà. Carrément. Peut-être qu'on peut plonger directement dans le sujet et que tu peux nous présenter les jeux que tu préfères, peut-être du plus simple au niveau 1, 2, 3 par exemple. 1, 2, 3. Alors, j'ai quelques jeux là avec moi. Alors, les plus simples. Les plus simples, c'est des jeux, j'en montre là comme ça, sans vouloir faire de pub, mais quand même. C'est des jeux de photolangage. Alors là, celui que je vous montre, c'est parce que c'est un jeu de photolangage avec des images sur le sport. Et du coup, en ce moment, je l'utilise beaucoup parce que le sport, on est bientôt avec nos JO, on vient de terminer le rugby. Donc, c'est toutes des images de sport qui peuvent exprimer énormément de choses. Donc, déjà, le photolangage que l'on choisit, à partir du moment où on sent que ça va répondre à notre objectif pédagogique ou qu'on veut transmettre, le photolangage, c'est déjà une belle base. Donc ça, je dirais que c'est vraiment dans le strat facile, ça passe crème. Il y en a un que j'ai pas sorti. Un autre jeu, je ne montrerai pas la boîte, je pense que je l'avais sorti, mais il est resté dans le placard derrière. C'est le Totem. Totem ou alors des cartes force, ici, des cartes force de chez Positran. J'adore aussi ces cartes-là. Pourquoi? Parce que quand on fait des réunions, on est donc en équipe. Je vous montre juste un petit peu les cartes force. Vous voyez, là, c'est différentes forces, humour, etc., gentillesse. C'est aussi un jeu pour apprendre à faire des feedbacks dans l'équipe. Parce que quand on veut travailler en équipe, bien évidemment, l'idée, c'est de pouvoir bien se connaître, savoir l'image que l'on renvoie, l'effet qu'on fait aux autres, etc. Savoir dire les choses aussi à ses collègues. Donc tout ça, ça rentre, j'irais vraiment dans les niveaux faciles de jeu qu'on peut mettre en réunion. Et après, il y a des jeux plus compliqués où je rentrerai un peu dans le détail sur la façon de l'utiliser. Mais par exemple, il y a un jeu que j'aime bien utiliser, et mes homologues joueurs aussi, c'est Anabi, c'est des jeux de coopération. Donc là, ça dépend le thème de la réunion. Mais si dans nos réunions, on veut réussir à créer plus de coopération, ça peut être un point de départ. Et je précise bien un point de départ. Le jeu est toujours un point de départ. Et ça sera les points de vigilance. Et j'en montre encore deux petits avant qu'on rentre un peu plus dans le détail. Un autre jeu que j'utilise depuis peu, c'est le jeu Pickwick. Pickwick, n'importe quoi. Pourtant, j'ai mangé. Hein. Pick. Pick, c'est un jeu qui permet de mettre en avant qu'on a tous des points de vue, des référentiels différents. En fait, c'est un jeu avec des photos et par rapport à une pensée première, chacun va mettre des photos différentes. Et l'idée, ça va être de retrouver ce qui peut ressembler le plus à mon image de base. Et ça, c'est génial quand on veut travailler un peu, par exemple, dans une équipe, il y a des conflits et on veut mettre en avant qu'on a tous un référentiel différent, tous des points de vue différents et tous des interprétations différentes. Et c'est ça qui est source de conflit. Et ce jeu, ça permet, dès le démarrage, de faire un pas de côté avec l'équipe et de venir travailler un petit peu le fait qu'on est tous différents et que, bien entendu, il faut s'adapter aux pensées des uns et des autres. Donc là, j'ai déjà mis le doigt sur quelque chose d'important, c'est que le jeu en réunion s'utilise pour aider justement à faire un pas de côté, réfléchir différemment, se lâcher et après revenir dans le sujet. Oui. Dans les exemples dans les exemples que tu nous donnes, on voit que c'est l'équipe qui réfléchit à elle-même en fait. C'est mieux se connaître, etc. Est-ce que c'est vraiment l'objectif principal du jeu en réunion ou est-ce qu'on peut l'utiliser pour d'autres objectifs aussi? Pour d'autres objectifs, là, c'est parce que c'est les jeux que j'ai sortis pour vous montrer par rapport aux différentes strates. Mais après, par exemple, alors, ça rentre dans le jeu, mais aussi dans le co-développement. C'est un outil pédagogique, on va dire, qui s'appelle le Speedbot. Donc, certains doivent connaître. Le Speedbot,
c'est tout simple en soi, mais ça rentre dans la catégorie ludopédagogie, donc jeu. C'est-à-dire, par exemple, avec l'équipe, on veut travailler sur un projet. Et donc là, c'est vraiment, pour expliquer le speedboat, c'est imager une feuille de paperboard, hein, vous voyez, là, voilà. La feuille de paperboard, vous dessinez le port de départ de façon très simple, l'île d'arrivée, et vous notez avec l'équipe là où vous voulez arriver par rapport au projet que vous voulez mettre en place. Le port de départ, bah, vous notez l'instant présent, tout ce qui, ça peut être des chiffres, ça peut être des relations d'équipe, etc. Et après, il y a votre bateau. Le bateau, dedans, c'est vous et votre équipe. Et ce bateau, eh bien, il a différentes ancres. C'est un bateau à plusieurs ancres. Et ces ancres, plus elles sont lourdes et plus elles sont nombreuses, moins le bateau avancera vite. Mais heureusement, on va tout de suite parler du positif, c'est qu'il y a le vent qui vient pousser ce bateau. Et ça, c'est peut-être avec l'équipe, on vient mettre des post-it par rapport au projet, tout ce qui va nous aider à faire avancer ce bateau. Et après, on peut venir mettre des post-it sur les ancres, selon l'équipe, selon nous aussi. Qu'est-ce qui va freiner notre bateau, qu'est-ce qui va faire que ça va être compliqué à avancer. Et ensuite, avec l'équipe, au fur et à mesure des réunions, c'est pas en une seule réunion, c'est un projet sur du long terme, mais au fur et à mesure des réunions, on peut prendre les post-it et dire, bah, aujourd'hui, on travaille tous ensemble sur ce post-it et on essaye de regarder comment on va alléger cette encre. Et je dis bien alléger, parce que des fois, on se dit, ouais, mais cette encre-là, on pourra jamais l'enlever. Ben, c'est pas grave. Si déjà on arrive à alléger des encres, notre bateau avancera mieux. Et ça, c'est de la ludopédagogie. Et là, on travaille vraiment sur un mode projet avec l'équipe. Donc, on est sur un mode décalé parce que on est dans un bateau, on est des moussaillons, on doit rejoindre une île. Donc, on est dans un autre univers, mais en même temps, c'est très pratico-pratique parce qu'on est dans le travail. Donc ça rentre dans la case des jeux de rôle, en fait, où on prend un autre rôle pour utiliser la métaphore, en fait. C'est ça? Oui, plus ou moins, c'est ça. C'est-à-dire qu'on fait juste le pas de côté parce qu'on visualise le projet de façon un peu différente et on visualise qu'on est tous ensemble dans un bateau, tous des moussaillons, qu'il y a un capitaine. On n'est pas encore dans le jeu de rôle complet parce qu'un un jeu de rôle, peut-être que là, ça sera toi, tu es le client, moi, je suis le vendeur lambda, etc. Et on doit traiter ça. Là, c'est du jeu de rôle pur. Là, c'est juste le point de départ, en fait, où Oui. on fait notre pas de côté. Ouais. Justement, je voulais rebondir par rapport à cette notion de point de départ dont tu as parlé tout à l'heure. Nous, on dit souvent que l'outil est un support à atteindre un objectif. Ça fait écho aussi au jeu. Le jeu est un point de départ. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça sert en fait de faire du jeu? Quels sont les objectifs qu'on peut atteindre grâce au jeu dans le milieu professionnel, bien entendu, et en réunion? Alors, il y a plein d'objectifs qu'on peut atteindre avec le jeu. Après, ça va être à soi de choisir. Faut pas faire du jeu pour faire du jeu dans une réunion. C'est se dire, tiens, pourquoi je veux faire du jeu? Quel objectif je veux atteindre? Et de là, chercher le jeu qui convient bien. Mais dans les différents objectifs qu'on peut retrouver, alors, le premier que je vais nommer, c'est ce qu'on appelle le flow du joueur. Je sais pas si vous connaissez, mais en fait, le flow du joueur, quand on n'est pas dans le flow, on est soit dans l'anxiété, le stress, etc., soit dans l'ennui total. Je pense qu'on a tous connu ça en réunion. Et pareil, un joueur, on va parler vraiment, on peut prendre même d'un joueur de basket. Et dans le flow, c'est quoi? Il y a eu des témoignages d'ailleurs de grands joueurs de basket qui disaient que quand il était dans le flow, il se rendait plus compte de rien, il était dans une motivation maximum, ses besoins primaires, il les oubliait, il était à fond dans le jeu et d'un seul coup, il se sentait capable de tout et comme si tout était débridé en lui, son cerveau, ses capacités, etc. Et ça, c'est un terme qui est beaucoup repris dans le jeu, c'est que quand on est dans le flow du joueur, c'est qu'à un moment donné, on enlève un petit peu toutes les chaînes et on arrive à faire marcher son cerveau à 150%. Et donc ça, c'est un des objectifs du jeu et on le retrouve que dans le jeu, alors que ça peut être dans le challenge, la compétition, mais pas que, juste dans l'euphorie d'un jeu où d'un seul coup, on vient enlever toutes les chaînes, et c'est là où on atteint des objectifs parce que du coup, ça va créer quoi? C'est là les objectifs qui suivent avec ce flow. C'est plus d'interaction dans les équipes, donc dans les réunions, plus d'implication. On va d'un seul coup trouver beaucoup plus de solutions sur un temps contraint, parce que souvent, une réunion, on n'est pas là pour faire des réunions qui durent 3 heures, on a des fois que 45 minutes. Ben, dans le jeu, d'un seul coup, on est en mode warrior et on doit trouver des solutions très rapidement. Et là, on est dans le flow du joueur. Ça permet aussi de sortir du cadre, parce que des fois,
être toujours dans le cadre, on n'arrive plus à regarder les choses différemment. Alors que quand on amène un jeu en réunion, l'équipe, justement, j'en ai parlé plusieurs fois depuis le début, c'est que l'équipe va faire un pas de côté et va regarder la situation un peu plus de l'extérieur grâce au jeu. Pour rien oublier, ça stimule l'imagination. Alors j'ai ma petite fiche parce que il y a tellement d'avantages avec le jeu que je les ai pas toujours tous spontanément en tête. Si le jeu, ça permet aussi des interactions plus informelles. C'est-à-dire qu'en réunion, souvent les réunions c'est sérieux et comme on sort pas du cadre, on reste dans des échanges très pro, etc. Et des fois, le fait par le jeu d'aller dans des échanges plus informels, bien c'est comme ça qu'on débride le cerveau et que justement on peut mettre en avant des choses qu'on n'aurait peut-être pas osé dire ou proposer une solution peut-être un peu loufoque, mais là on ose la dire et ça peut déclencher sur la solution. Enfin voilà. Donc les liens, je crois que je vous en ai parlé, mais le jeu, on crée des liens, l'esprit d'équipe, la solidarité selon les jeux qu'on utilise. Hein. Si on utilise des jeux, il faut être associé pour réussir, tout de suite ça crée des liens. Et là, je citerai après un exemple de jeu que je trouve génial pour ça. Ça crée de l'ancrage, ça crée aussi de l'appropriation, c'est-à-dire il y a des nouvelles données. Ces données, on doit se les approprier. Par le jeu, on va se les approprier beaucoup plus facilement. Ça déclenche des prises de conscience. Alors moi, j'utilise plus le jeu en formation, puisque à l'heure d'aujourd'hui, je facilite plus des formations que je n'anime des réunions. Mais le nombre de jeux que j'ai pu mettre en place, ne serait-ce que celui que je vous montrais là, Pic-Pic, il suffit de jouer et après de demander à l'équipe par rapport au sujet qui nous concerne, la gestion de conflit, qu'est-ce que vous pourriez dire, quelle prise de conscience vous avez eue. Et là, c'est effarant, ils ont même des prises de conscience auxquelles des fois moi j'ai pas pensé. C'est top. Ça crée de la productivité, ça permet de se challenger. Je crois que là, j'ai à peu près tout. Moi, je me souviens qu'un jour, on animait, toi et moi, dans 2 salles côte à côte. Moi, j'étais sur un sujet plutôt sérieux, tranquillou, et à côté, c'était la course, quoi. Ça criait dans tous les sens. Les gens, je les entendais mais rire, et surtout, je les entendais courir dans la salle. Et donc, est-ce que tu peux aller jusque, tu vois, est-ce qu'on peut aller jusque-là, faire courir les gens dans la salle de réunion autour de la table? Il y a des sportifs quand même. Voilà, ça dépend les objectifs de la réunion. Là, par exemple, dans cet exemple-là, pour remettre dans le contexte pour tout le monde, on a animé un séminaire pour des formateurs sportifs. C'est des sportifs qui animaient des formations pour d'autres sportifs. Donc forcément, je leur ai expliqué un peu toutes les mécaniques de jeu qui pouvaient exister. Et eux, ils sont partis forcément dans le challenge, il fallait courir, il y avait des obstacles. Mais c'était pour apprendre les différentes choses du corps humain. Pour donner un exemple, il disait qu'il y avait des sujets qui étaient un peu casse-pieds dans les réunions qu'ils animaient. C'est quand ils devaient transmettre aux autres professeurs de sport la constitution des os ou des muscles dans le corps humain. C'était un peu plan-plan. Et limite, chacun peut ouvrir une encyclopédie et le lire. Donc, ils disaient, on voit pas trop à quoi on sert. Et là, ils me l'ont mis sous forme de challenge où il y avait un squelette qui était dessiné sur un paper au bout de la salle. Il y avait 2 équipes et il y avait tous des muscles à aller raccrocher sur le squelette. Et c'était la première équipe qui est terminée. Et là, fallait voir, ça courait dans tous les sens. Quand ils avaient un doute, il y en avait un qui cherchait sur Internet pour dire, ah oui, ce muscle-là, c'est de cet os-là, cet os-là. Et à la fin, le squelette était refait avec tous ces muscles. C'était en un temps très rapide et finalement, ils avaient appris en même temps les muscles, les os, comment ça fonctionne, tout en jouant. Et du coup, ça veut dire que en fait, on peut transmettre de l'information descendante quand toutes les fois où on nous dit en réunion qu'on doit transmettre des chiffres sur les résultats du trimestre, sur la réglementation, sur tout ce qui descend au niveau national dans les caisses régionales ou dans les succursales, on le transmet aujourd'hui avec un PowerPoint en parlant et on peut le faire comme ça. On peut faire exactement comme ce squelette. On peut créer un jeu où les gens reconstituent les infos. Oui, tout à fait. Ça peut être, alors sans aller dans le très sportif parce que tout le monde n'est pas sportif, on n'a pas le matériel adéquat, donc on peut ne pas aller jusque là. Mais par exemple, pour transmettre de l'info, tout simplement, on peut utiliser des quiz.
c'est-à-dire qu'il existe maintenant plein d'outils gratuits ou payants, mais il y a toujours des versions gratuites comme Kahoot ou Clap, etc., où on vient créer des quiz. Ça peut être par exemple, je sais pas, si je dois faire une réunion de chiffres, alors comme moi je suis issue du commerce à la base, avant 2006, j'ai plus des exemples comme ça qui me viennent en tête, mais quand une fois par an on devait faire un bilan du chiffre de l'année, du cash flow, la marge, les frais de perso, on peut très bien faire un jeu où il y a des chiffres, il faut retrouver à quoi ça correspond et ça permet d'amorcer un échange de façon un petit peu plus ludique avec l'équipe. Et voire même on peut aller plus loin, c'est ce que j'appelle le jeu de l'enveloppe, c'est-à-dire que dans les enveloppes, on peut mettre les chiffres, il faut retrouver à quoi ça correspond, et après il faut retrouver par exemple faut remettre dedans des cartes lettres. Alors là j'explique vraiment en résumé, hein. Normalement quand on explique un jeu, il faut rentrer plus dans le détail, mais là ça me prendrait toute la séance. Mais on peut aussi mettre des petites cartelettes avec chacun des solutions pour faire perdurer le chiffre s'il est bon ou l'accroître s'il est pas bon. Et du coup, on s'approprie les chiffres, on parle de chiffres, on cherche des idées, mais finalement, en s'amusant, en se mettant en binôme avec ce jeu d'enveloppes, et on se fait passer les enveloppes et on vient compléter. Et peut-être même pour se challenger, ça serait si chacun arrive à mettre, enfin, si toute l'équipe au complet arrive à mettre dans l'enveloppe 10 astuces pour augmenter le chiffre, bah, ça vient challenger et on cherche des astuces tous ensemble. Et du coup, on travaille, mais de façon un peu décalée, et on n'est pas en réunion en disant on va encore parler de chiffres qui ne va pas. Voilà. Alors justement, la question que j'allais te poser, elle fait totalement écho à celle que Marie nous pose dans le chat. J'aurais pas pu mieux formuler, qui nous dit comment amener le jeu. On a souvent des publics qui, nous, ça nous arrive aussi, hein, parce qu'on l'utilise dans nos interventions, qui disent, qui pourraient être amenés à dire c'est un truc d'enfant, on n'est pas là, on n'est pas dans la cour de récré, voilà, toute l'image un peu qu'on pourrait avoir. Comment toi tu t'y prends? Quels sont les tips, les petits conseils que tu pourrais partager si demain quelqu'un qui nous écoute là se dit ah ouais en fait c'est génial, j'aimerais bien l'amener dans ma prochaine réunion. Quelles sont un peu les précautions ou les conseils que tu pourrais nous partager? Alors, je dirais qu'un public averti, ça veut dire qu'il y a déjà l'habitude. On peut facilement utiliser les termes de jeu, de ludopédagogie, ils savent ce que c'est, ils savent les bienfaits, etc. Un public qui ne connaît pas, vigilance. Je vais te parler d'un exemple tout frais. C'est que hier, j'étais en préparation d'un séminaire pour une équipe qui travaille plutôt sur des notions de sécurité, droit social, etc. Il doit faire des réunions un peu rébarbatives avec beaucoup de données. Et l'idée, c'était de former ces animateurs de réunion lors du séminaire pour qu'ils puissent animer leurs réunions de façon un peu plus sexy. Et j'ai employé le terme de ludopédagogique avec le client, et il m'a dit « Oh, vous savez, nous on travaille vraiment avec des données sérieuses, c'est la sécurité. » Et il a eu peur. Et du coup, là, je lui ai expliqué, je fais « Ah, mais… » Alors, pour le coup, c'était un peu volontaire de ma part, j'aime bien un peu titiller. Et là, je lui ai dit « Savez-vous ce qu'on met derrière la ludopédagogie ?» Et là, j'ai expliqué… les jeux, certes, mais j'ai aussi expliqué comme ce que je vous disais tout à l'heure, le speedbot, etc. Il y a les chapeaux de Bono, etc., etc. Et je lui dis, tout ça, c'est de la ludopédagogie. Les jeux de rôle, c'est de la ludopédagogie. Les études de cas, ça en est. Et là, il m'a dit, ah, mais oui, mais ça, j'adore, c'est ce que je veux. Et tout de suite, ça l'a rassuré parce qu'il l'avait en tête, mais le terme lui a fait peur. Donc, en réunion, si on n'a pas l'habitude d'utiliser des pédagogies un peu décalées, je pense qu'il ne faut pas le dire. Il ne faut pas dire aujourd'hui, on va jouer en réunion. Parce que là, l'équipe va dire c'est bon, on n'est pas là pour ça. Moi, j'ai le terrain à faire. Enfin, voilà. Et tout de suite, ça va grincer. Je pense qu'il faut juste se faire confiance et peut-être leur dire aujourd'hui, la réunion, ça va être un petit peu différent de ce que vous connaissez. Et hop, on lance cette pédagogie. Parce que c'est une pédagogie, c'est une nouvelle méthode d'animation et l'équipe se laissera porter. Il faut y aller vraiment crescendo. Il ne faut pas y aller tout de suite avec des jeux trop décalés. Il faut vraiment y aller doucement. Ou alors se servir, là on arrive près de la fin d'année, soit on se sert de la réunion de fin d'année ou de la réunion de lancement début d'année, ou là on leur dit carrément, aujourd'hui on va se prendre 1 heure, ça va être complètement différent, mais c'est le lancement de l'année. Là, ça peut être aussi une solution. Oui, un événement en fait. Un événement.
et ça peut aider. Est-ce que là, on parle beaucoup de jeux en présentiel, avec des cartes matérielles, ou voilà, le squelette, l'affiche avec le bateau, etc. Est-ce que dans tes pratiques, toi, est-ce que tu le déclines aussi sur des réunions en distanciel? Oui, tout à fait. Bah, même le speedbot que je vous disais sur la fiche de paper, Mhm. moi quand c'est ça, j'utilise tous les tableaux interactifs qui peuvent exister. Alors selon les Klaxoon, outils de chacun. voilà, les notes et tout ça. Mhm. J'ai pas entendu ce que tu disais. Je fais du klaxon, les Miro, enfin voilà, Oui, les voilà, tableaux, tout ça, voilà. tableaux bien. Tous ces tableaux interactifs et ça s'utilise exactement de la même façon. Ça demande juste un peu de préparation en avance parce qu'il faut préparer ces tableaux interactifs. Une fois qu'ils sont prêts, en vision, on les partage, chacun vient mettre ses post-it, vient dessiner. Enfin, on peut jouer de la même façon. Et j'ai même des jeux, là, je vous montrais tout à l'heure les photos langage. Moi, mes planches de photos langage, je les ai scannées plusieurs. Oui. Alors, j'ai mis plusieurs cartes par page. Et en fait, alors moi, j'utilisais Geniali pour ça. Ça allait plutôt bien. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, Geniali, il y a une version payante, mais je pense qu'en version gratuite, on peut aussi le faire. Je me souviens plus. Ça faisait longtemps que je n'ai pas utilisé la version gratuite. Mais l'avantage, c'est que c'est comme un PowerPoint, mais en partagé. Donc, chacun peut y avoir accès. On crée des salles de sous-commission. Et chacun se réunit avec les planches et vient choisir une carte de photo langage qui représente le sujet du moment pour en parler. Enfin, voilà. Donc, et peut-être un retour d'expérience, on peut partager aussi. Nous, on utilise beaucoup en présentiel le jeu des tangrammes, des petites pièces de bois de différentes formes, de différentes couleurs, où il faut qu'on refasse des représentations d'animaux ou d'autres choses. Nous, on l'utilise beaucoup pour quand on parle de gestion de projet, par exemple, ou de coopération, d'efficacité d'équipe, ça marche à tous les coups. Et quand tu disais tout à l'heure, c'est sportif, ça révèle les personnalités à chaque fois. Et Karine, on peut dire quand même qu'on se marre parce qu'on voit toujours des perles dans ces moments-là en termes d'énergie dans le groupe. Et là, typiquement, pour l'adaptation en distanciel, alors nous, on utilise Klaxoon, mais c'est libre à chacun. Mais en fait, ça se retranspose, en fait. Tous les sujets, tous les jeux, enfin, peut-être pas tous, mais il y a quand même beaucoup de choses, comme tu dis, beaucoup de jeux qu'on peut transposer, le photolangage, le tangram, c'est des formes, donc on peut aussi le... Ouais. L'idée, c'est peut-être après, la spécificité du distanciel, c'est de prendre peut-être plus de temps, mais c'est comme pour plein d'autres sujets, de prendre plus de temps pour faire des sous-groupes, pour expliquer, parce qu'il y a toujours cette inertie un peu liée au distanciel, mais il y a beaucoup de choses qui sont quand même transposables. Je viens de glisser dans la conversation de la visio, là, le lien du klaxon qu'on a utilisé en juillet sur l'atelier qu'on a fait sur le jeu en réunion, où on a fait un tangram géant, en fait. Donc, si vous voulez cliquer, vous pouvez le retrouver. Il y a aussi sur ce tableau une boîte à jeux où tout le monde a partagé des références de jeux. Donc, c'est une bonne ressource. Et je voulais juste par rapport tu réévoquais le photolangage, on avait une question loin dans le chat, je me rappelle plus très bien, peut-être Marie ou Lisa, qui demandait à combien de cartes on doit utiliser pour animer une session de photolangage avec un groupe. Combien de cartes Ça dépend de la taille du groupe, hein, c'est toujours pareil, je veux dire. Bah, c'est ça dépend de la taille du groupe. Et je vois, par exemple, celui-là, mon photolangage sur le sport. Donc, je ne sais pas combien il y a de cartes, mais vous voyez la taille du paquet. Il y a énormément de cartes et je l'utilise avec des groupes de 4 personnes. Ça m'est déjà arrivé d'utiliser pour un groupe de 12 personnes un autre photolangage où j'avais peut-être qu'une dizaine de cartes, mais là, je leur ai dit, vous avez le droit de faire carte commune. Et c'est bien aussi parce que ça vient créer des liens où ils échangent entre eux. Ah, c'est quoi ta carte? Ah oui, celle-là, elle me plaît. Bon, est-ce qu'on peut faire carte commune? Donc, ça dépend finalement ce qu'on recherche. Parce qu'effectivement, plus on met de cartes, plus chacun est dans sa bulle en train de choisir sa carte. Quand on en met peu, ben là, on est obligé de faire un peu du troc ou de la carte commune, d'échanger. Et là, on vient créer des liens. Donc, ça dépend ce qu'on fait. Moi, je sais que j'ai créé un jeu de photolangage avec des photos libres de droit. En allant sur, tout le monde connaît tous les sites libres de droit, on peut trouver des photos. Et juste pour donner un ordre d'idée, moi j'ai créé un jeu avec 100 cartes. J'ai 100 images, je vais les attraper, en me disant, mais en fait, si j'ai un groupe de 25 personnes, ça laisse le choix, entre guillemets, de se dire, il y a potentiellement, il ne va pas y avoir trop de double image ou pas de guerre, c'est pas le joli mot, mais de personnes qui vont se disputer pour avoir la même carte. On arrive toujours, en fait, avec ce rapport de 1 à 4, à avoir suffisamment de choix. Et après, comme tu dis, on peut très bien
faire copain de cartes, quoi. Copain de photos, Voilà. ça marche bien aussi. Mm. Après, ça, tout dépend aussi, la quantité. Pour moi, elle dépend, comme tu le dis, de la consigne, entre guillemets, qu'on donne. Est-ce qu'on limite le choix de cartes ou pas? Est-ce qu'on demande de choisir une carte? Est-ce qu'on demande de choisir 2 cartes? Nous, par exemple, là, je voyais que tu avais mis les émotions. Karine, nous, c'est un jeu aussi, les cartes émotions qu'on utilise beaucoup. Je sais pas, il y a une cinquantaine 52. d'émotions, Mm. de 52, voilà, qui sont dessinées. Moi, j'aime bien dire, selon en inclusion ou en déclusion, hein, ça marche parce qu'on parle beaucoup de points de départ, mais ça peut être aussi utilisé en déclusion. Si on veut travailler sur les émotions, de dire une émotion positive et aussi une émotion négative pour essayer de cerner. Donc voilà, on peut aussi, il n'y a pas forcément de limite. Moi, je suis partie du principe, quand j'ai créé ce jeu, qu'il fallait que j'ai suffisamment de choix, et donner 20 cartes à un groupe de 20 personnes, ça forcément, c'est du bon sens, ça va pas aller, quoi. Après, ça dépend aussi de la place dont tu disposes pour les étaler, de comment tu vas les utiliser. Parfois, on les fait tirer au sort. Enfin voilà, on peut aussi faire plein de choses. Tu viens de parler, Solène, du feedback. Il y avait une question aussi de Gaëlle qui demandait est-ce qu'on peut utiliser du jeu en déclusion. Donc là, on a vu pour le photolangage. Est-ce qu'il y a d'autres jeux qu'on peut utiliser pour clôturer une réunion? Pour clôturer, alors moi je fais assez simple pour clôturer. Enfin, ce que je propose pour clôturer des réunions, souvent, c'est je propose juste un jeu de 3 balles de couleurs, trois couleurs différentes, hein, une rouge, une bleue, une verte, par exemple. Et si on tire la balle rouge, ça correspond à ce que j'ai pu ressentir pendant la réunion. Si je tire la balle verte, c'est qu'est-ce que je vais mettre en place à l'issue de la réunion. Si je tire la balle bleue, c'est l'idée qui m'a le plus marqué dans la réunion, par exemple. Mhm. C'est tout simple, mais personnellement, à chaque fois, je reviens à un jeu là. J'en ai utilisé d'autres, mais je reviens juste à mon jeu de 3 balles qui est simple et efficace et qui permet en plus de varier selon le thème de la réunion. Je viens changer le thème de mes balles. Top. Et le fait qu'ils se passent le sac, ça veut dire que même dans la conclusion, il y a toujours une dynamique, c'est-à-dire ils doivent s'envoyer le sac. Ils n'ont pas le droit de passer au voisin, c'est trop simple. Mhm. Ils doivent envoyer le sac à celui qui est en face et ainsi de suite. Et après, ils tirent au sort une balle. Et ce qui est rigolo, c'est que des fois, ils tirent par exemple une balle jaune qui correspond à qu'est-ce que j'ai ressenti. Et puis, est-ce que je peux quand même prendre la balle verte parce que je voudrais partager? Bah oui, vas-y, prends la balle verte. C'est ça qui est assez drôle, c'est qu'on voit que jusqu'à la fin, ils se prennent au jeu. Et pourtant, on continue de parler de la réunion. Ouais. Et ça va me permettre de rebondir justement sur une question d'Antoine là qui est juste affichée devant moi. En quoi cela développe les ancrages? Le jeu, là où ça va développer l'ancrage, c'est la conclusion qu'on va en faire en fait. C'est-à-dire que quand on joue, ça vient déclencher des émotions, comme on l'a dit juste avant, et le fait de débriefer le jeu, c'est là où on vient marquer l'ancrage parce que le jeu, ça va rester. On va se souvenir qu'on a fait un truc décalé. Et comme il y a les conclusions et le débrief du jeu qui font le lien avec la réalité, c'est là où ça y est, dans le cerveau, poum, c'est ancré dans la bonne case. Donc ça, c'était... Moi, ça m'intéresse beaucoup ça parce que souvent on joue en formation ou en réunion et puis on fait pas le débrief correctement après sur les apports du jeu pour le sujet sérieux, tu vois, le fameux sujet sérieux dont on voulait. Et c'est pour ça que parfois on dit que ça sert à rien, que c'est un truc d'enfant parce qu'il y a eu des expériences où on s'est contenté de jouer sans revenir sur le sérieux. Et je pense qu'associer peut-être, je sais pas ce que tu en penses, mais systématiquement un outil de feedback après le jeu pour arriver à en sortir des exemples, enfin tu vois, des apprentissages concrets utiles qu'on peut noter à la limite dans le compte rendu de décision, parce qu'il y a aussi ça qu'il va falloir faire en fait si on passe notre réunion à jouer, qu'est-ce qu'on note dans le compte rendu de décision. Je crois que c'est ça en fait le but qu'il doit y avoir aussi dans le jeu, c'est d'aller en extraire ces éléments-là qui montreront que la réunion a été utile en fait. Mais je vais donner un exemple de jeu que j'utilise en formation, mais que certaines équipes que j'ai eues dans mes formations utilisent maintenant dans leurs réunions et m'ont raconté un petit peu comment ça s'était passé. Ce jeu, alors pour le coup, c'est un jeu sur l'ordinateur. Ça s'appelle, alors je sais que dans ceux qui nous écoutent, il y en a qui connaissent puisqu'ils font partie du groupe avec qui on travaille là-dessus. C'est Keep Talking and Nobody Explode. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais il faut le télécharger sur la plateforme Steam. Je mélange toujours entre les streams, les Steam. Vous le téléchargez, ça coûte 15 €, mais on l'a à vie. Et en fait, c'est une bombe. On a 5 minutes pour déminer cette bombe.
Et l'idée, c'est de faire 2 équipes, une équipe qui démine et une équipe qui voit pas du tout l'ordinateur, qui, elle, a les notices de déminage. Donc, c'est encore mieux quand elle est dans une autre pièce et ça se fait au téléphone. Et ils ont 5 minutes pour réussir à dire, moi, sur ma bombe, je vois tel module, tel module, tel module, il reste 4 minutes 30, donc il y a le stress. Et pendant ce temps-là, il y a les autres qui sont avec les notices et qui cherchent. Alors, attends, est-ce qu'il y a tel chiffre sur ta bombe? Ok, d'accord. Il y a combien de couleurs? Et en fait, ils sont obligés de communiquer, de se poser des questions, mais tout ça sous stress. Et au début, ils jouent, donc ils se challengent, ils sont à fond dans le jeu. À chaque fois, ils me disent, allez Pascal, encore une bombe. Et puis, on peut faire ça pendant toute une journée parce qu'ils se challengent pour essayer à déminer des bombes de plus en plus compliquées. Mais au bout d'un moment, je les arrête et je leur dis, quelle conclusion vous pouvez tirer de ce jeu? On a joué, c'est sympa, on s'est amusé pendant une demi-heure, mais pourquoi on a fait ça? Et c'est là où je me rends compte qu'ils percutent très vite, ils disent c'est notre quotidien en fait, ceux qui étaient derrière leur écran, c'est nos équipes sur le terrain. Nous avec les notices, c'est nous les managers et on s'aperçoit qu'on ne doit pas les stresser parce qu'ils paniquent, c'est eux qui explosent sur le terrain. On doit vraiment leur donner toutes les infos au fur et à mesure, leur dire ce qu'on est en train de faire pour les rassurer. Et d'eux-mêmes, ils arrivent à conclure. Et du coup, les équipes qui se sont appropriées ce jeu, c'est une équipe chez Decathlon avec qui j'avais travaillé, où au sein de l'équipe, il y avait des problèmes de communication. Et ils ont décidé tous les lundis matins, lors du brief carrelage, brief moquette, chacun l'appelle comme il veut, de déminer une bombe. Donc la bombe, c'est 5 minutes, soit ils y arrivent, soit ils explosent pas. Mais en gros, tous les lundis matins, 5 minutes, je démine une bombe et 5 minutes, je débriefe ce qui s'est passé. Et ça leur permettait de se dire, alors on retient pour notre équipe, vigilance, on est tous un peu sous stress, on se parle calmement, on se donne les infos. Et ils ont vu les relations dans l'équipe s'améliorer au fur et à mesure des semaines. J'ai trouvé ça génial. Parce qu'à chaque fois, il y a le débrief du jeu. C'est, ok, j'ai joué, quelles conséquences j'en tire pour mon quotidien pro? Donc voilà. Je voulais partager ça parce que ça, c'était un bel exemple où j'en parle souvent, du coup. Oui. On a d'autres questions sur des jeux qu'on n'a pas évoqués, c'est les jeux de construction, type Lego, je pense aussi au Capla, voire au Playmobil aussi, les jeux de bonhommes. Ouais. Alors, j'utilise moins, j'avoue. Les seuls jeux de construction que j'utilise, moi, c'est pour parler des objectifs, des petites briquettes. Et encore, ça fait bien longtemps que je l'ai pas fait. En soi, je suis pas une spécialiste. Il y a le Lego, je sais plus comment ça s'appelle, Lego Serious Game. Lego Serious. Voilà, Serious je Play, sais que ouais. c'est génial. Mais perso, j'ai jamais fait. Donc là, Après, il faut être Lego Serious Play. Alors, il faut être certifié. Moi, je suis pas certifiée Lego, mais en fait, pour pouvoir utiliser, en fait, c'est hyper puissant hein, pour l'avoir testé en tant que participante. Parce qu'une de mes collègues est certifiée Lego Serious Play. C'est très très puissant d'arriver à construire avec ses mains ce que pense le cerveau. Mais effectivement, pour l'utiliser, il faut passer la certification. Il y a quand même tout un processus. Ça va bien plus loin que d'aller dans un magasin de jouets et de remplir le cabas de boîtes de Lego. Il y a quand même la méthode est quand même assez structurée, peut aller très très loin, et ça nécessite une formation, un investissement assez important de Lego, mais en tout cas, c'est une super méthode pour l'avoir testé, pour co-construire avec une équipe, partager des visions, modéliser la pensée. Et il y a aussi un côté, moi je trouve très intéressant dans la manipulation, que ça soit des Lego ou des briquettes, ou voilà, de se dire on pose le cerveau en fait. C'est les mains qui parlent, on prend un peu de recul, on arrête de réfléchir et on laisse se faire la spontanéité, et c'est très intéressant après dans les débriefs. Peut-être une dernière question pour clôturer, parce qu'il est 40 et dans 5 minutes on va se quitter. Est-ce qu'il y a des moments où il ne faut pas jouer avec une équipe? Ou des gens avec qui on ne peut pas le faire? Oui, enfin, tout dépend le degré du jeu. C'est-à-dire que quand on est dans des degrés de base de jeu tout simple, une étude de cas, etc., je pense que ça peut se faire avec toutes les équipes. Maintenant, je sais que j'ai déjà eu des managers qui me disaient, par exemple, alors ça dépendait, hein, je veux pas me mettre dans une case parce que j'ai eu les deux cas. J'ai eu une première fois un responsable boucherie. Et lui, il m'a dit, non, mais c'est bon, moi, je veux pas jouer avec mes bouchers, ils vont me prendre pour un débile, je peux pas faire ça, etc. Je lui ai dit, si tu le sens pas, tu le fais pas.
C'est parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu vois pas comment amener le truc et tu penses que ça passera pas avec eux, alors OK, ne le fais pas. Une autre fois, j'avais à nouveau un responsable boucherie qui lui m'a dit: «Ah mais je le vois trop bien ça avec mon équipe, je vais le faire». Donc tout dépend. En fait, faut déjà soit le sentir. Si on le sent pas, c'est pas dû forcément à l'équipe, hein, c'est peut-être dû à nous parce qu'on ne sait pas encore comment l'amener, etc. Ben, je dirais, faut pas y aller parce que si nous on le sent pas, l'équipe va le ressentir tout de suite et va dire qu'est-ce qu'il est en train de nous faire ou qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire. Donc, faut déjà s'approprier cette nouvelle méthode d'animation. On prend la plus simple possible. Il y a un livre qui est génial là-dessus. Pour la base, c'est top. C'est les jeux cadres de Tyagi. Les jeux cadres de qui? De Tyagi. Tyagi. Et les jeux cadres de Tyagi, c'est plein de méthodes d'animation très simples, de méthodes de base qu'on peut s'approprier et qu'on peut mettre en réunion. C'est pas mal pour démarrer. Et déjà, y aller comme ça tout doucement. Mais après, je pense que tout sujet, selon la méthode d'animation choisie, ça peut marcher et tout public aussi. C'est juste que c'est comment moi je vais l'amener au démarrage. Moi, j'ai déjà eu en formation une appréhension avec des groupes, c'était des comités de direction assez haut placés, France, on va dire. Et je me dis, j'arrive là avec mes jeux sous le bras, ils vont se dire, non, mais c'est bon. Et d'ailleurs, eux aussi, ils ont fait la grimace au démarrage, parce que moi, je mets toujours mes boîtes en exposition. Et ils ont dit, c'est quoi ça? On a dire, attendez, nous, on est haut placé, on peut pas faire ça. Et finalement, ils se sont pris au jeu. C'est-à-dire, je me suis pas posé de questions, on y est allé, on est rentré dedans. Et ils sont rentrés dedans. Et à la fin de la journée, ils m'ont dit, merci, c'était top, c'était génial, on a appris plein de trucs. Et c'est là où on se dit, ben, il faut des fois oser y aller, en fait. Mais déjà, je voulais juste partager aussi une autre rêve de livre qui est intéressante et ça fait écho à une remarque qu'on avait eue aussi dans le chat. Parler aussi de jeux d'innovation. C'est Luc Oman qui a mis en place ça. Et c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure sur le speedbot. On utilise en fait des métaphores ou des jeux de rôle pour essayer de faire ce pas de côté et d'arriver à être innovant, d'arriver à se projeter aussi dans des visions partagées, à essayer de résoudre des problématiques sous couvert du jeu, sous couvert de jeu de rôle, entre guillemets. Et en fait, ça permet d'aller vraiment plus loin. Et moi, ce que je trouve assez génial dans le jeu, c'est un révélateur de personnalité. Les gens, dès qu'ils se mettent, enfin, ils sont tout sérieux ou tout gentils, entre guillemets, dans la salle de réunion, et puis dès qu'on sort un jeu, mais alors là, il y a des fois, on a des transformations assez géniales, quoi, en fait. Et rien que pour ça, l'ambiance, en fait, elle switch très souvent. Et comme tu dis, moi, je te rejoins, mais à 3000% sur ça, d'être à l'aise avec ce qu'on propose, mais d'être à l'aise et d'oser et d'avoir confiance, en fait. Parce que si on y va petit pas par petit pas, comme tu dis, ça va marcher, quoi. Et ça va donner vraiment une autre saveur à la réunion. Ça, c'est génial. Et pour compléter, moi, je me souviens d'équipes qu'on a lancées dans des jeux. Et au début, en fait, ils y vont pas. Ils veulent pas se lever, ils veulent pas prendre les objets qu'on leur met dans les mains, ils se regardent tous. Et en fait, là, il y a vraiment une posture, je trouve, de facilitateur, d'aller encourager les gens en disant, on y va, faites-nous confiance, faites confiance au processus, et puis de dédramatiser aussi. Si vous ne voulez pas continuer, vous pouvez vous rasseoir. Et on a vu comme ça des jeux qui prenaient parfois presque 5 minutes, en fait. C'est long, 5 minutes quand les gens, ils hésitent. Et puis au bout d'un moment, on sent le bruit qui monte et on entend les rires et on voit le truc qui prend. Et ça, c'est aussi quelque chose que eux vont ressentir. Ils sentent ce déclic, en fait, entre le avant-après, et puis ça leur plaît à chaque fois d'avoir réussi ça. Ouais. Et après, ce que je trouve aussi une dernière référence, juste, je mets dans le chat. Je vais juste compléter ce que tu disais, Karine. Alors, les références, je les mettrai dans le YouTube, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça met du temps à partir, mais aussi ce que je trouve génial, c'est que ça contribue à la culture de l'équipe. C'est-à-dire que souvent, ils ont vécu des anecdotes pendant le jeu, ils ont vécu des échanges de remarques sous couvert de rire, etc. Et c'est ce qui va ressortir aussi après la séance de travail. Ça va permettre de garder cette ambiance vécue. Et ça, le jeu est assez puissant pour arriver à faire ça. En fait. Complètement, ouais. On arrive déjà, il est 45. On va être obligé de... Ouais, ça passe vite. On pourrait faire plein de cafés autour du jeu, je pense, à faire acte 2.
Voilà, en tout cas, on va être obligé de clôturer ici. Merci Merci beaucoup, Pascal. pour Merci. ta dispo, c'était génial. Ouais. C'est enregistré. Juste, on peut te retrouver sur LinkedIn. Si on veut te suivre un peu, c'est sur LinkedIn. Tu as un site aussi? Alors, j'ai pas de site. J'ai un LinkedIn que jusqu'à présent, j'alimentais très peu, mais justement, ce matin, je me suis dit que j'allais commencer les bonnes résolutions avant l'heure. C'est que je vais essayer au moins une fois par semaine de mettre une idée de jeu pédagogique à utiliser en réunion. Donc voilà, je vous l'annonce, comme ça je ne me défilerai pas. Je vais essayer de publier au moins une fois par semaine une idée de jeu, une référence, un lien. Voilà. Bon, super. Eh ben, on va tout de Ben, en suite tout tous cas, s'abonner à ton profil. c'est ça. Je mettrai ton lien du coup sous le replay sur YouTube. Je vais essayer de ne pas oublier de références avec toutes celles qu'on a pu partager. S'il y en a certaines que voilà que vous ne retrouvez pas dans le texte, ben, les mettez-les en commentaire comme ça à tous. On arrivera bien à avoir l'exhaustivité de nos partages. Et en tout cas, merci beaucoup, merci mille fois Pascal de tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui. Et je vais dire, vive le jeu en réunion. J'espère qu'avec tout ça, on va réussir à impulser ces nouvelles pratiques. Je crois Merci qu'on a beaucoup. tous À très très vite. envie d'aller jouer là, en fait. Moi, je vais voir mes étudiants, Ouais. je vais jouer tout de suite. Ah oui, c'est vrai. Salut tout le Bon monde, à très après-midi, à bientôt. bientôt.